Vous avez résolu bien des équations dans votre vie d'ingénieur, mais vous n'avez toujours pas réussi à craquer celle de votre épanouissement? Bienvenue sur l'Ingépanoui. Ici, on donne la parole à des ingénieurs qui ont relevé les manches de leur costume cravate ou de leur sweat à capuche pour trouver leur propre étincelle. Pas de superstar, pas de gourou, juste des conversations conviviales avec des gens comme vous et moi. Mon objectif, vous donner des idées pour vous aussi faire pétiller votre vie. Cette semaine, à mon micro, je reçois Florian, oui, encore un, qui lui travaillait dans une petite structure en tant qu'ingénieur pendant 11 ans avant de décider de devenir magicien. J'espère que votre âme d'enfant comme la mienne pétille en entendant ces mots. Bienvenue sur l'Ingépanoui, Barbara pour vous servir. Bonjour Florian. Bonjour Barbara. Merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi. Et merci à toi pour l'invitation. De rien, de rien. Je précise juste pour les auditeurs que on enregistre à distance. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas quel sera le rendu. Voilà, j'implore votre indulgence pour la qualité potentiellement pas tip-top du son de cet enregistrement. Donc Florian, tu as une formation d'ingénieur à la base, en génie mécanique si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Donc tu as obtenu ton diplôme en 2011, donc ça fait à peu près 15 ans. à peu près, ouais, 14. 14. Tu as œuvré en tant qu'ingénieur pendant une dizaine d'années. Ouais. Et là, ça fait à peu près 4-5 ans que tu t'es reconverti en magicien de close-up. Et en ce moment, tu es en tour du monde puisque tu t'es dit, allez, c'est cool, allons visiter le monde pour le découvrir. Exactement. Bah, c'est pareil, on pourra en rediscuter. C'est l'un des avantages aussi d'être à son compte, de pouvoir gérer son temps libre de manière indépendante. Par rapport à la chronologie, c'est à peu près ça. Disons que la rupture entre avant-après a pas été aussi marquée. C'est-à-dire que ça s'est fait un petit peu progressivement. Et donc, je pourrais en parler un peu plus longuement. On va y revenir puisque c'est toute la partie intéressante ici. Juste une petite question de curiosité. Là, pendant ton tour du monde, tu tentes de faire un peu de close-up en local ou pas du tout? Alors, donc pour expliquer un petit peu pour ceux qui nous écoutent, c'est pas vraiment un tour du monde. En fait, j'ai fait 2 mois de road trip quand même aux États-Unis. Heu, donc pendant cette période-là, ça a été finalement assez intense, comme voyage parce qu'on a traversé, j'étais pas tout seul, hein, on était 2 avec ma compagne. On a traversé les États-Unis en fait, d'est en ouest, donc de New York jusqu'à Los Angeles, principalement en train et avec une partie aussi en voiture. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses à voir. J'ai peu pratiqué en fait, auprès d'un public. J'ai plus vu des spectacles, un spectacle de magie. Je suis allé dans des boutiques de magie pour discuter, voilà, pour garder, ce lien et puis, moi ça m'a permis aussi de réfléchir un petit peu à la manière dont voilà, une sorte de introspection, voilà, sur la manière dont je faisais aussi, moi mes prestations. Et là je travaille plus sur, je réfléchis en fait à monter un spectacle, qui n'est pas du tout ce que je fais habituellement, donc ça je peux en reparler aussi. Et donc là, après ces 2 mois aux États-Unis, je suis arrivé donc en Nouvelle-Calédonie. Donc là, c'est pour des raisons familiales, hein, c'est pour voir de la famille. Et là, je vais y rester aussi quelques mois. Et là, par contre, je me pose la question, comme je vais avoir vraiment un point d'attache, voilà, je vais envisager, je pense, de faire des prestations, alors pas je pense, enfin, pas rémunérées, mais voilà, plus, pareil pour garder la main et puis pour le plaisir aussi. J'espère qu'il y a un peu de plaisir dans tout ça Ah parce que complètement. sinon, c'est un peu triste comme reconversion. Ah non, complètement. Est-ce que peut-être en 2 secondes, tu peux expliquer la différence entre un spectacle de magie et de la magie Ouais. en close-up? Oui. Bah, en fait, quand on parle magie, magicien, souvent l'image que les gens ont, ça va être soit une image un petit peu vieillotte, du magicien, sur scène avec, un costume, voilà de la magie de scène. C'est souvent, en fait, ce qu'on appelle le spectacle. Et le close-up, en fait, c'est de la magie de proximité. Donc, c'est beaucoup voilà, je prêche pour ma paroisse. C'est une magie qui est beaucoup plus moderne.
En fait, on va se déplacer, enfin, je me déplace de groupe en groupe lors d'une cérémonie. Ça peut être une cérémonie, un vin d'honneur d'un mariage, ça peut être un séminaire d'entreprise. Voilà, c'est vraiment modulable. Je peux me déplacer de table en table. J'ai animé souvent les galas justement de l'INSA pour se déplacer de table en table pour apporter une animation. Donc voilà, c'est un côté moderne parce que ça mélange de la magie, de l'humour, de l'improvisation aussi en fonction des réactions des gens. Alors que le spectacle, c'est une version plus le magicien sur scène devant les spectateurs qui vont être assis et qui vont regarder. Et c'est un format qui est complètement différent que moi je n'ai jamais trop osé faire. Donc voilà, justement, ça fait déjà plusieurs mois et plusieurs années même que ça me titille un petit peu et que j'ai envie d'explorer un petit peu cette branche. Heu et je suis quelqu'un qui a besoin de temps pour processer les informations et pour se lancer. Donc Tu pas du genre à te lancer sur un coup de tête, donc? non, complètement pas. Non, 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 j'ai besoin vraiment de réfléchir au truc, de me convaincre que je suis capable de le faire et de sauter le pas. En plus de ces 2 activités dans ta vie, civile, donc on va dire peut-être avant que tu partes, visiter nos différents, continents, est-ce que tu avais d'autres activités qui te prenaient du temps dans ta semaine en plus de donc Mmh. Oui. la magie, à temps plein? Enfin, je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, j'imagine que tu prépares tes tours dans la semaine et tu fais 1 ou 2 ou 3 ou interventions, en soirée le plus souvent, j'imagine? Oui, oui. Le reste du temps, comment tu t'organises? Est-ce que tu as d'autres activités à côté, rémunérées, pas rémunérées, Alors, c'est activité à temps plein, dans le sens, j'ai pas d'autres activités, rémunérées à côté. Mmh. Voilà, c'est pas comme si j'avais un temps partiel et je fais ça à côté. OK. Ça, je l'ai fait en fait, justement, pendant que j'étais salarié. Parce qu'en fait, je me suis pas réveillé du jour au lendemain en me disant: «Tiens, je vais faire de la magie». Voilà et je vais me lancer là-dedans. C'est vrai que je l'ai pas précisé dans le petit, laïus d'introduction, mais en fait, c'est quelque chose que je pratique depuis que je suis jeune. J'ai fait participer à voilà, à des galas ou autres, quand j'étais étudiant, pour animer, voilà, des soirées. Donc c'est quelque chose qui est déjà un petit peu ancré, mais pas du tout, de manière professionnelle. C'était quelque chose qui était ancré, voilà, c'est des choses que j'avais déjà faites et pendant mon activité de salarié, ça m'arrivait, voilà, de temps en temps, mais de manière très ponctuelle, de faire des prestations et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, c'est arrivé de manière un petit peu progressive. C'est que, heu, pendant très longtemps, c'est resté, dans un coin de ma tête. J'avais principalement mon activité de salarié et puis après tout ce qui gravite autour, des loisirs ou autres et la magie finalement en prestation, ça représentait qu'une petite partie et j'avais vraiment envie justement de que cette partie-là, elle prenne une place plus importante et donc je l'ai pas fait du jour au lendemain en fait. J'ai d'abord négocié un temps partiel en fait avec, mon entreprise, donc j'avais un jour off par semaine. Et ça m'a permis aussi, voilà, d'accorder plus de temps pour tester un petit peu, en fait, me dire: «Est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît, quoi, qui m'intéresse?» Donc j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai trouvé aussi déjà que ce rythme, 80 en gros, heu, ça change la vie. En fait, moi, je ne peux que le conseiller à des gens qui se sentent débordés et s'ils ont la possibilité de le faire en négociant avec leur employeur, de négocier à 80 c'est avoir un jour de libre. Ça change la vie, en fait. On se rend pas compte que un jour, ça passe d'un week-end de 2 jours à un week-end de 3 jours, mais c'est tout bête, en fait. C'est que au lieu qu'on ait 5 jours travaillés pour 2 jours de repos, on se retrouve à 4-3. C'est quasiment moitié-moitié, en fait. C'est carrément plus équilibré, ça permet vraiment d'avoir du temps pour soi parce que souvent le week-end, oui, il faut faire les courses, et là, cette journée en plus, c'est vraiment du temps pour soi, en fait, pour faire des choses, avoir le temps, l'esprit, qui s'est libéré de tout le reste. Donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, heu et puis, ça m'a permis aussi de tester d'ouvrir, à l'époque, j'avais ouvert une auto-entreprise, Mmh. donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple aussi, pour tous les gens qui veulent tester leur activité. Encore faut-il avoir voilà, un petit esprit dispo dans le cerveau et de pas être trop débordé. Mais voilà, c'est pareil, c'est des choses, ça permet de tester une petite activité. Moi, ça m'a permis, voilà,
de commencer à faire vraiment les premiers devis, premières factures, commencer à se vendre un petit peu, faire un site internet, enfin toutes ces choses-là en fait que j'ai pas eu à faire à partir du moment où je me suis vraiment lancé, où j'ai créé mon entreprise, parce que j'ai quitté la micro-entreprise, enfin j'ai vraiment ouvert une entreprise, une SASU, avec tout ce que ça représente et c'est bien plus compliqué qu'une micro-entreprise, mais voilà, ça m'a permis de faire le lien entre les 2. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Tu as dit 2 fois, qu'avant tu te sentais débordé Mmh mh. dans ta vie d'avant. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ce que tu ressentais au quotidien? Comment ça se matérialisait en fait, dans ta vie ce sentiment? Ouais. Alors c'est assez simple en fait, moi je suis quelqu'un qui aime bien, apprendre des nouvelles choses, comprendre, avoir un petit peu de challenge en fait tous les jours et ça je l'ai trouvé dans mon boulot. En fait, je suis resté quand même 11 ans dans mon boulot. C'est en fait le premier job que j'ai fait après l'INSA. J'y suis resté 11 ans, ce qui est je pense assez rare de nos jours, enfin c'est l'impression que j'ai. J'ai l'impression que les gens changent quand même globalement plus souvent. Et moi, en fait, c'est vraiment un boulot où je me suis éclaté au début, parce que j'avais ce challenge. C'était un boulot assez technique, hein. J'avais ce challenge à chaque fois de devoir, répondre à des nouvelles demandes, à se creuser la tête, et à partir du moment où j'ai senti que, j'arrivais un peu au bout du truc, que j'avais plus par la force des choses, en fait, j'étais plus aussi soutenu dans cette démarche-là et puis surtout au bout de 7-8 ans dans une entreprise, tu vois aussi pas mal les défauts de l'entreprise, donc tu remets en question des choix qui sont faits ou surtout des non-choix, heu et moi, c'est ce qui m'a le plus touché, en fait, le plus impacté, c'est quand je me rends compte qu'en fait, il y a des problèmes, mais il y a rien qui est fait pour trouver des solutions. On se contente, il y a des problèmes et on les laisse, et même quand tu es moteur, il y a tu vois, rien ne change. Donc moi, c'est ce qui m'a en fait, petit à petit, c'est un peu insidieux, en fait. C'est pas du jour au lendemain. Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été ça. Ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit par une perte de motivation. Un petit peu, je sentais que quand j'allais au boulot, enfin, les dernières années, en plus, j'étais en télétravail. Donc, finalement, le full télétravail, pendant le covid, moi, je l'ai connu pendant, quasiment 5 ans avant, en fait, de 2015 à 2020. Donc ça a aussi, je pense, joué sur cet aspect-là, mais voilà, c'est une perte de motivation, une perte de sens un petit peu de j'ai l'impression, en gros, de travailler pour quelqu'un et plus de travailler pour moi, pour apprendre, pour me développer, en fait. Et je pense que si j'ai tenu vraiment longtemps parce que j'avais des collègues qui étaient géniaux, pardon et donc avec qui j'ai gardé des super contacts, hein. Heu et donc c'est ce qui fait tenir aussi parce qu'en fait, on a peur du changement. Mmh. On se dit: «Bah, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je vais gagner derrière». Pendant très longtemps, je me suis dit: «Est-ce que je vais pas changer de boîte?» Parce que finalement, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien l'ingénierie et pourquoi pas tester ailleurs? Et puis il y a toujours une petite voix qui me disait: «Bah, peut-être qu'il y aura les mêmes travers ailleurs mais tu auras pas des collègues, aussi sympas». Et donc j'ai été tiraillé pendant très longtemps, hein, plusieurs années entre, est-ce que je me contente de ce que j'ai? Ou est-ce que je remets en cause finalement, une certaine forme de stabilité en fait, un salaire, voilà et j'étais pas à plaindre non plus. Donc ça a été assez, difficile en fait de se dire: «J'ai envie de changer, mais est-ce que je prends pas un risque, qui est trop grand?» Et c'est toute la difficulté je pense, quand on est dans cette situation, c'est d'avoir le point de bascule et de se dire: «Allez, j'y vais, quoi». Et du coup, on aurait tendance à penser quand on se retrouve dans ta situation qu'on chercherait un job ailleurs. Oui. Et toi, donc là, c'est à ce moment-là où tu t'es dit: «J'ai envie de faire de la magie depuis longtemps, est-ce que je Mmh. testerais pas pour de vrai?» Oui, de ce que j'entends. c'est ça, Mais du coup, le risque était beaucoup plus grand, en quelque sorte, de te lancer, toi-même, créer ton entreprise et cetera, plutôt que de changer de job. complètement. Comment est-ce que tu as pesé le pour et le contre, là-dedans? Alors, en fait, je me suis dit: «Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais». Heu, Me connaissant, après, ça c'est je pense que peut-être qu'il y a des gens qui se sentent pas prêts à un certain moment et qui repoussent, mais en fait, je crois qu'on n'est jamais vraiment prêt et si on attend d'être prêt, on le fait jamais. Mais par contre, il y a toujours quand même faut toujours écouter sa petite voix intérieure qui se dit: «Si tu hésites,
faut le faire en fait. Quand il y a des choses qui sont vraiment où le risque est trop grand, souvent on le sait en fait. Et souvent, quand on hésite, c'est juste une peur qui n'est pas, enfin, je sais pas s'il y a des peurs qui sont rationnelles, mais en tout cas, on n'est pas des êtres rationnels, ça c'est sûr, et donc on ne fait pas des choix purement logiques. Et il y a des choses en fait, des fois, il manque pas grand-chose en fait, c'est juste à l'intérieur, il y a un blocage. Et moi, en fait, je me suis juste dit, bah, si je le fais pas, j'ai envie de tester d'être à mon compte, voilà, de plus dépendre de quelqu'un, de me dire, je me lance mon activité. Oui, ce sera dur. Et si je le fais pas maintenant, si je retourne dans un autre boulot, me connaissant, je vais y rester plusieurs années. Et c'est pas à 45 ans, 50 ans que je vais lancer mon activité. Ça, c'est pour moi, hein. Après, il y a des gens qui vont le faire, mais je pense qu'il est jamais trop tard, heureusement. C'est ce que je me disais, en tout cas. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et au final, qu'est-ce que je perds vraiment à le faire? Il suffit de s'assurer que les risques sont mesurés. Et finalement, c'est ça. En fait, c'est juste une question de balance bénéfice-risque. Il suffit de mesurer bien les risques. Et à partir du moment où on les a bien mesurés, bah, on y va. Euh, Si on est en haut d'un plongeoir pour la première fois et qu'on doit plonger, on a peur. Mais si on s'arrête à cette peur, on plonge jamais. Par contre, si on regarde ce qu'il y a autour, il n'y a pas de rocher, il y a pas de, c'est bon, il y a que de l'eau. Au pire, bah voilà, je vais pas aimer et je ferai autre chose. Mais c'est un peu ça, en fait, c'est mesurer les risques. Donc pour moi, bon, ça s'est traduit, bah, simplement, j'avais déjà de l'argent de côté, donc je me suis dit déjà, j'ai pas ce poids financier. J'avais la chance, bah, de pas avoir d'enfant, donc j'avais pas non plus cette charge de me dire, «J'ai quand même une bouche à nourrir. Si je me lance dans une activité, c'est peut-être risqué». Donc j'ai été quand même, chanceux de ce point de vue-là. Je veux dire, le choix était aussi beaucoup plus facile à faire dans ma situation que, je pense, dans d'autres situations, d'autres personnes. Et puis je me suis renseigné aussi, il y a des choses qui rassurent aussi. On regarde, bah, dans son entourage, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait un petit peu la même chose? Et donc ça permet aussi de se dire: «Allez, c'est bon, cette fois, j'y vais, je me lance». Donc là, du coup, tu as fait ton temps partiel, tu as dit pendant plusieurs années, c'était quoi, 3-4 ans? Ouais, 4 ans, je pense. Le moment où tu as dû acter le fait que tu arrêtais de travailler pour ton entreprise et que tu te lançais à temps plein dans ton activité de magicien, Ouais. est-ce que c'est là le moment où ça a été le plus dur ou ça a été le passage en temps partiel? Alors, non, le passage à temps partiel s'est super bien passé, parce que justement, il y avait que le côté bénéfice finalement. J'ai toujours considéré que, pour moi, la réussite ne passait pas par le salaire et que mon bien-être ne passait pas par le salaire. Donc ça ne m'a posé absolument aucun problème de finalement, retourner à un salaire de débutant. Heu, J'avais 5-6 ans d'expérience, j'ai retrouvé mon salaire de débutant, mais j'avais un jour de plus, de libre par semaine. Ce qui a été plus difficile à la limite, c'est de finalement, quand on n'est pas habitué, d'avoir le courage d'aller voir son responsable, d'aller voir son patron, lui dire: «Voilà, je veux faire ça». En tout cas, pour moi, ça coulait pas de source. Mais à part ça, ça a été assez simple, cette décision. Par contre, ça a été beaucoup plus dur, oui, de faire la grande bascule et dire, le plongeon. D'autant plus que ça a été un petit peu plus difficile que ce que je pensais au départ. Parce qu'au départ, je pensais que, compte tenu de mon expérience, dans l'entreprise, c'est une petite entreprise, hein, il y a une vingtaine de salariés, donc dans des petites entreprises, l'expérience, ça compte quand même vachement parce que c'est du savoir et de savoir si la personne part, bah, le savoir se perd. Donc je m'étais dit un peu naïvement, bah, ça fait 11 ans que tu es dans l'entreprise, tu vas peut-être arriver à négocier une rupture conventionnelle parce que j'avais pas de date spécifique, tu vois, de départ. Moi, j'étais pas là à me dire, «Allez, c'est bon, demain j'arrête tout», parce que c'était quelque chose que j'avais déjà processé un peu dans ma tête, mais au final, j'aurais pu faire 6 mois, 1 an, même presque 1 an de plus, si ça m'assurait des conditions qui étaient stables, justement pour me lancer. Sauf que cette rupture conventionnelle a été refusée et c'est là où ça a été plus dur parce que je me suis dit: «Mince, finalement, stabilité financière que j'imaginais, elle était remise un petit peu en cause». Et en fait, j'ai eu la chance d'utiliser un dispositif qui existe encore, je pense, mais que peu de gens connaissent, qui s'appelle démission reconversion.
Donc pour tous ceux qui hésitent, qui ont peur, voilà, de cette situation, faut monter un dossier. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué qu'une simple rupture conventionnelle, mais ça permet aussi, voilà, de s'assurer que, c'est pas un coup de tête. Ça permet de faire une étude de marché, de monter un dossier, de le présenter à une personne. Voilà, c'est rien de compliqué, vraiment très honnêtement, il y a rien de compliqué là-dedans et ça assure juste un petit peu du sérieux, sans rentrer trop dans les détails et après ça passe devant une commission qui accepte ou non le dossier. Bon, à partir du moment où vous avez déjà quelque chose qui est à peu près, un minimum sérieux et qui est pas juste un coup de tête, il y a aucune raison que ça passe pas, quoi. Et ça permet, bah, du coup, d'être accompagné quand même, après par le chômage pendant une certaine durée. Voilà, donc ça aide vachement pour le lancement d'une activité qui reste incertaine quand on lance une activité. Quand tu es pas très sûr de si ça va marcher ou pas, ouais, ça te rassure, quoi. C'est ça, exactement. Toi, tu as eu le chômage pendant combien de temps? 1 an et demi. Ça permet bah, déjà de faire des investissements qu'on pourrait peut-être pas faire, qu'on n'oserait pas faire sinon. Quand tu dis investissement, c'est genre acheter du matériel, Ouais, par exemple, participer alors pour moi, par exemple, c'est, participer sur des salons. On se rend pas compte, mais participer sur des salons du mariage, c'est assez cher, hein. C'est plusieurs centaines d'euros pour avoir un petit stand, voilà, pendant quelques heures. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui ça permet de plus poser la question, en fait. C'est quand même vachement bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était super bien. Ça évite de rester bloqué dans un CDI où finalement on se retrouve pas, on s'use, en fait, à petit feu et mieux vaut changer avant d'être complètement usé, et ça aide, quand même. et ensuite, donc une fois que tu es arrivé à la fin de ton chômage, est-ce que tu as eu une période de doute ou est-ce que tu avais déjà été rassuré sur ta capacité à vendre suffisamment de prestations pour avoir un revenu, qui te convenait? Alors des doutes, on en a tout le temps. Je pense que ça change pas, à moins peut-être des personnes qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires très rapidement et qui sont sereins, mais sinon des doutes, on en a du premier jour, jusque maintenant, en fait. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais acquis. D'autant plus, j'allais dire, moi, dans le type de prestations que je propose, qui sont des prestations dans l'événementiel et donc par définition des choses qui sont assez ponctuelles, éphémères, voilà. Alors ça arrive quand même maintenant que les gens me recontactent d'une année sur l'autre, pour certains types de prestations, mais par exemple un mariage, il y a peu de gens, enfin je l'espère en tout cas pour eux, que les mariés me recontactent, d'année en année pour leur mariage. Donc c'est à chaque fois trouver des nouveaux clients, donc tous les jours, pas tous les jours, mais ça fait des phases en fait. Il y a des semaines où, c'est l'euphorie parce que tiens, j'ai signé plusieurs contrats dans une semaine, génial et puis après pendant 2 semaines, c'est le silence total et là forcément on doute parce qu'on se dit: «Bah, en fait, c'est peut-être pas bon, c'est peut-être pas ça, tiens, j'ai eu un refus parce qu'on m'a dit que c'était trop cher, et du coup, est-ce que c'est vraiment trop cher? Comment j'établis ma grille de prix en fait aussi? Est-ce que c'est le prix juste?» Et c'est d'autant plus difficile dans un métier qui est, on va dire artistique. C'est pas palpable en fait. C'est difficile aussi de calculer un retour sur investissement pour le client. C'est pas comme s'il payait pour un outil où il sait que en fait ça va lui rapporter derrière tant. Là, on est sur quelque chose qui est du loisir, événementiel, heu et c'est super compliqué de justifier un prix et donc ça, c'est assez difficile, parce qu'on a toujours, bah, ce fameux syndrome de l'imposteur en se disant: «Est-ce que je suis légitime à demander autant? Est-ce que je devrais en demander plus au contraire?» Voilà et toutes ces questions-là, en fait, elles disparaissent vraiment jamais. En tout cas pour moi, elles sont toujours là et donc oui, on a toujours un peu des doutes. Heu, Après moi, là où j'ai été rassuré, c'est, pour en revenir à ta question, de savoir, bascule quand j'avais plus le chômage. Ce qui m'a rassuré, c'est de voir, en fait, l'évolution. Je pense être quelqu'un d'assez méthodique et donc j'ai pas lancé mon activité sans mesurer ce que je faisais. Donc j'utilise un outil, qui me permet en fait de suivre, bah, le nombre de d'offres que j'ai fait par mois, le nombre de voilà, de retours de choses qui sont validées, pas validées, de le suivre mois par mois. Ce qui me permet d'une année sur l'autre de me dire: «Bah, c'est normal en fait, le mois de mars, février, mars, j'ai moins de demandes, mais c'est normal parce que, c'est une période creuse et puis par contre j'aurai plus d'activités en juin, juillet, août parce que c'est les mariages», voilà. Ça permet de se rassurer aussi parce que si on part un peu à l'aveugle, bah, du coup, on est perdu un petit peu, on sait plus
Cette dynamique, en fait, m'a montré que, bah, en fait, je progressais. Je faisais de plus en plus de devis, j'avais de plus en plus de demandes et donc même si c'est pas encore suffisant pour me verser le salaire que j'aimerais me verser, je sais que c'est en progression et je vois aussi tout ce que je peux faire que je ne fais pas, qui pourrait, m'apporter. Donc je suis pas au bout de quelque chose en me disant: «Ah mince, je n'ai que ça, mais je vois pas ce que je peux faire» et donc là, à partir de là, ça rassure, en fait. Je vais revenir un petit peu donc sur ton ancienne vie. Oui. À l'époque, donc tu disais que tu te sentais débordé, que tu avais l'impression de trouver moins de motivation à aller travailler le matin et cetera. Ouais. Est-ce que tes proches à cette époque, ils ont ressenti ton insatisfaction? Est-ce qu'ils ont compris ce move? Je dirais que je suis quelqu'un qui exprime pas forcément, facilement, heu, ce que mes doutes de manière générale ou mes interrogations. J Souvent je considère que en fait, j'aime bien la solitude. Quand je suis face, voilà, à des doutes, j'aime bien, réfléchir. J'intériorise beaucoup, parfois trop sans doute. Donc en fait, mes proches, ça dépend. C'est-à-dire que ma compagne, oui, parce que, elle, à cette période, a aussi lancé son activité, donc on est très proches finalement. Donc même si moi, je ne le verbalise pas, c'est des choses qui se ressentent, qui se voient. Après pour mes parents, par exemple, frères et sœurs, je pense pas en avoir parlé vraiment ou de me plaindre parce que c'était assez insidieux en fait, donc je pense pas qu'ils l'aient vu. Heu, pour autant, le moment où j'ai annoncé que j'allais changer, je l'ai annoncé, ça a pas non plus été une totale surprise. Ça a plus, forcément ça comment dire? D'un point de vue extérieur, c'est toujours compliqué, j'imagine, surtout pour des parents. Heu, c'est toujours, ça questionne de se dire: «Tiens, il quitte un boulot d'ingénieur pour faire quelque chose qui est quand même assez incertain». C'est quand même assez, peu courant, on va dire, magicien, comme reconversion, je pense que c'est assez peu courant. Je me mets à leur place, je pense que c'était pas simple, mais là où ils ont été très bons, c'est qu'ils ne l'ont pas montré. J'ai toujours ressenti un soutien, de leur part. Ça avait plus été des questions de curiosité, en fait, de se dire: «Tiens, donc il y a des gens qui demandent des prestations de magie, quelle occasion?» Il y en a souvent, voilà. Heu, mais jamais, voilà, j'ai jamais ressenti de pression, de discours, disant, «Ah mais pourquoi? Tu fais une erreur» ou tu vois? Ce genre de choses qui, je pense, peut être assez traumatisant, heu, pour quelqu'un qui est justement dans cette étape charnière de changement, d'entendre ces discours qui sont, heu, en fait, qui sont des peurs, personnelles. Pour des amis peut-être ou des gens que tu connaissais moins bien, t'as pas eu de réaction, justement de: «Mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi, la vie de saltimbanque», Non, 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 ça a plutôt été, presque l'inverse, je vais pas dire de l'admiration parce que le mot c'est un peu fort quand même, mais plus, «Ah ouais, tu as le courage de le faire». Ou, ouais, c'est plus ça en fait, dire: «Ah ouais, tu es courageux quand même». Est-ce que tu as l'impression d'avoir dû faire des sacrifices ou des compromis, pour, arriver dans cette nouvelle vie de magicien? J'allais dire oui forcément parce qu'on on fait une croix sur quand même un salaire d'ingénieur, en tout cas au début et ça paraît pas forcément en tout cas, pour moi ça n'a pas été quelque chose de difficile, mais j'imagine que ça peut l'être pour certaines personnes. De toute façon, le changement, il fait peur pour ces raisons-là. C'est que le cerveau, il aime bien, ce qui est stable. Si on change, c'est danger. Donc perte de salaire, mince, danger et on voit que les dangers. C'est pas un problème. La question que je me suis posée, c'est: «Combien de temps je peux tenir sans ce salaire d'ingénieur finalement?» Voilà, de combien vraiment le minimum qu'il me faut par mois, c'est combien? Cet exercice, il est pas inintéressant parce qu'en fait, ça permet aussi de se recentrer sur l'essentiel. C'est OK. Moi, je j'ai jamais fait une croix sur l'ingénierie. Je me suis toujours dit: «Bah, heu, si ça marche pas comme je veux ou que si un jour, j'en ai marre, je sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans et ben, c'est OK, je retournerai vers l'ingénierie» et je pense que
souvent, on a la peur aussi de se dire: «Ouais, mais ça fait un trou dans le CV», tu vois? Ça fait 5 ans de ou 10 ans, tu vois? Et comment tu vas justifier ça auprès d'un recruteur que, pendant 5 ou 10 ans, tu as fait complètement autre chose? Et là, je crois qu'on se trompe parce que il y a 2 types de recruteurs. Tu as ceux qui vont regarder que le CV et au final, moi, c'est pas cela qui m'intéresse. C'est que si la personne, elle s'attarde à ça, c'est sans doute que je suis pas fait pour, travailler dans cette entreprise. Par contre, si moi, je suis capable de dire: «Bah, ouais, pendant 10 ans, mais pendant 10 ans, par contre, j'ai grandi parce que je me suis mis en danger. J'ai appris plein de choses. J'ai appris des choses sur du marketing, j'ai appris des choses sur, la programmation, sur mon site internet, j'ai appris des choses sur enfin, j'ai appris beaucoup plus de choses que je n'en aurais appris en restant, cloisonné dans mon métier d'avant. Et ça, en fait, on peut le mettre en avant. Le fait de, voilà, de se mettre en danger, de plus avoir peur de prendre la parole en public, d'aller, trouver des clients, trouver ça, c'est inestimable, je pense, pour une entreprise, du moins pour moi, les entreprises qui m'intéressent, c'est-à-dire, des petites entreprises qui se lancent. C'est sûr qu'une très grosse boîte, elle va peut-être rechercher des profils très spécifiques et qui, voilà, qui ne font que ça. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé et donc voilà, je pense que faut non pas non plus trop dramatiser, ce genre de choses. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense. Je pense qu'il faudra refaire un podcast dans 10 ans et je te dirai si Je te c'était rappellerai. la bonne solution. On refera un épisode 2. Est-ce que tu as appris des choses sur toi aussi? Ah bah oui, Parce que là, tu as parlé des compétences que tu avais développées et oui. cetera, c'est top, Ah mais mais sur toi? complètement et je crois d'ailleurs que c'est peut-être ce qu'on apprend le plus, c'est ce qu'on apprend sur soi. Il faudrait que je liste, hein, mais il y a plein de choses, par exemple, bah, souvent on est confronté, ce que je disais tout à l'heure, au syndrome de l'imposteur. Ça, je pense que, tout le monde ou la grande majorité des gens ont ce sentiment-là de se dire: «Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que finalement je dois pas faire plus de formation, plus de ou attendre d'avoir un certain niveau avant de proposer des choses?» Et ça demande un travail sur soi assez énorme en fait, d'accepter de se dire: «Mais bien sûr que tu es légitime. Enfin, moi de la magie, j'ai commencé quand j'avais 15 ans, donc ça fait, maintenant, presque 20 ans que je fais de la magie. J'ai fait des prestations, pour des galas ou autres. Pourquoi je serais pas légitime à proposer, ce genre de prestations? Alors oui, il y a mieux il y a toujours mieux que soi. Il y a toujours des gens qui sont meilleurs, soit techniquement, soit enfin moi je parle par exemple pour la magie, oui, je vais toujours trouver des gens qui sont meilleurs techniquement ou meilleurs, dans l'improvisation, meilleurs, heu dans l'humour, dans la manière de présenter les tours. On trouvera toujours des gens, qui sont meilleurs, mais c'est pas ça qui compte. Je crois que, c'est là où moi j'ai dû faire un travail sur moi, heu, parce que j'étais quelqu'un d'assez scolaire. Donc pour moi, la réussite, c'est faire, le travail correctement et c'est ça qui compte. En fait, en tout cas dans mon métier, c'est pas tant ça qui compte, c'est aussi qui tu es. Et qui tu es, ça n'appartient qu'à toi, tu es unique. Chacun est unique et donc tu as une valeur ajoutée. De fait que tu as ton expérience qui est unique. Personne n'aura fait le même parcours que toi. Heu, on est beaucoup à avoir fait l'INSA, mais moi, avant d'avoir fait l'INSA, par exemple, je suis venu d'une ZUP, par exemple, voilà, d'un quartier, en situation, difficile, voilà. Bah, déjà, ça réduit, il y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Il y en a d'autres, et qui ont fait de la magie, bah, encore moins. Donc, il y a toujours ce truc-là de j'apporte quelque chose en plus parce que j'apporte un point de vue, qui n'existe pas, en fait, puisque c'est justement chacun est unique et donc ça demande de ouais, pas mal de travail sur soi. Là, tu as parlé que ta vision de la réussite avait changé entre Oui, l'élève scolaire mmh, et la personne qui comprend qu'elle a quelque chose, elle, à apporter au monde. oui. Est-ce que tu penses que ta vision de ton épanouissement a changé? Je pense pas. Je pense pas dans le sens où, je crois que je me contente d'assez peu de choses. Je considère que l'épanouissement alors évidemment que l'argent ça aide, je vais pas dire le contraire, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est pas pour rien qu'on dit ça, c'est que, c'est juste un élément parmi plein d'autres. Je pense que mon épanouissement, pour moi, il est simple tant que je peux, me nourrir, que j'ai un logement, voilà. Je pense que le bien-être, il passe par tout le reste, en fait, voilà, j'aime bien la musique, j'aime bien écouter de la musique, j'aime bien jouer du piano, j'aime bien
J'aime bien les échecs, par exemple, je joue aux échecs, c'est des choses simples, en fait, et qui ne coûtent pas d'argent. Pour moi, c'est ça qui fait l'épanouissement d'être avec des gens, qu'on aime, de voir sa famille, de voir ses proches, de voir ses amis. Enfin, finalement, c'est ça qui compte, pour moi, donc ça n'a pas trop changé. Mais par contre, ce qui a changé, c'est que justement, j'ai plus de temps pour moi actuellement. Donc c'est là où je dirais que c'est peut-être qu'il y a plus d'épanouissement dans ce sens-là, c'est plus, dans le fond, ça n'a pas changé, mais sur les moyens d'y arriver, bah, forcément, c'est différent. Quand tu dois faire, du, 8h, 18h tous les jours, 5 jours par semaine, ou en fait, là, je suis dans une situation qui est complètement différente. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, moi, mon activité, c'est des prestations. C'est souvent le soir, souvent le week-end. J'ai rarement des prestations, le lundi entre 14h et 15h. Heu, Ce qui fait que j'ai beaucoup, ce qui pourrait paraître pour du temps libre, on pourrait se dire: «Tiens, j'ai beaucoup de temps libre par rapport à peu de temps de prestation dans la semaine». Finalement, c'est pas vraiment du temps libre parce que dans le boulot d'entrepreneur, il y a la partie, immergée de l'iceberg, enfin la partie visible et puis la partie, immergée. Souvent, on voit que la partie visible et puis on se rend pas compte qu'en fait, bah, il y a tout le reste qui prend, 90 du temps. Forcément, ça passe par, bah, de la com, même si je suis très mauvais là-dedans et que j'essaie de m'améliorer. Ça passe par, avoir un site internet, enfin un référencement. J'essaye de travailler plus là-dessus pour me permettre d'être visible justement et que ce soit un peu passif. C'est-à-dire que les gens qui cherchent un magicien, souvent ils vont taper, magicien dans Google. Bah, le but, c'est qu'ils tombent le plus souvent sur mon site internet, qu'ils puissent me trouver. J'ai pas besoin d'être premier à chaque fois et d'avoir toutes les prestations. Il suffit que, bah, d'en avoir suffisamment, voilà, pour pouvoir vivre. Donc mais ça demande du temps, voilà, de la visibilité, de participer à des salons, voilà, j'ai participé à des pitchs, par exemple. Il faut présenter son activité, ça permet de voir d'autres entrepreneurs, enfin, ça fait travailler le réseau, en fait. Toutes ces choses que je ne connaissais pas dans mon ancien boulot, qui était un boulot technique. Est-ce que tu penses que tu vas rester, magicien jusqu'à ta retraite? Ou est-ce que potentiellement tu pourrais avoir une autre envie? Alors tu nous dis que c'est une passion qui existe, depuis au moins tes 15 ans, mais est-ce que c'est une opportunité qui te laisse potentiellement de rechanger après? Oui, alors je me ferme pas de porte. Parce qu'en fait, je pense qu'on change beaucoup, la vie, c'est jamais un point qui est acté, en fait, c'est une perpétuelle évolution. Je suis comme ça à l'instant T, mais peut-être que dans 2 ans, je serai complètement différent, tu vois? J'aurai des envies différentes. Pour le moment, je ne me projette pas du tout, aussi loin de me dire: «Est-ce que je vais, faire ça jusqu'à ma retraite?» Si j'y arrive et que ça me plaît, tant mieux, mais en vrai, c'est pas un besoin, par exemple, que j'aime. Je ressens pas le besoin de me dire: «Il faut que je fasse ça jusqu'à ma retraite» ou je dois faire ça pour que ça marche, que ce soit une réussite. Si dans 5 ans, j'ai envie de retourner vers l'ingénierie parce que ça me botte et que ou que j'ai un projet où je me dis: «Ah ouais, ce serait génial», bah, voilà, je le fais et puis tant mieux, on n'a qu'une vie, en fait, donc il faut suivre aussi un peu ses envies et comme je disais tout à l'heure, il faut juste mesurer un petit peu les risques et puis des fois se mettre un petit coup de pied au derrière et se dire: Allez, c'est pas grave, tu peur, mais c'est pas grave, si tu peur, c'est normal, tu vas». Est-ce que du coup, si pendant toute cette période de questionnement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que mon job se passe mieux et cetera, est-ce que ça t'aurait fait gagner du temps de te faire accompagner par quelqu'un? Qui t'aide un peu à te poser les bonnes questions, à cibler ce que tu as envie de faire, comment tu pourrais le faire et cetera? Je ne sais pas. Je préfère dire: «Je ne sais pas» parce qu'en fait, je pense que déjà ça dépend un peu des personnalités de chacun. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal et tu vois, quand par rapport à tout à l'heure, tu me disais sur quoi ça te fait travailler aussi en tant que personne, enfin voilà, pas de compétences techniques, mais de personne. C'est typiquement ça, le fait de se faire accompagner pour quelque chose, où j'ai l'impression, parce que je dis bien j'ai l'impression, de me sentir capable de le faire moi-même. Et ça, c'est, je pense, un défaut. Si je réponds juste par moi-même, je dirais non. Je le fais par moi-même, je me pose les questions et je trouve, mais avec un petit peu d'humilité, je me dis que peut-être que si, en fait. Peut-être que ça aurait aidé d'en discuter avec quelqu'un qui me pose des questions, qui me fait cheminer. En fait, je pense que indirectement, c'est un peu le cheminement que j'ai eu avec, ma compagne parce qu'elle m'a posé les questions.
Et même si elle n'était pas professionnelle là-dedans, c'est ces questions-là qui amènent aussi un cheminement et une prise de décision. Mais ça, c'est quelque chose, vraiment, je travaille dessus parce que justement, quand on essaye d'évoluer en tant qu'entreprise, on est à un moment donné, on est obligé de déléguer ou de voilà, de faire des on peut pas tout faire soi-même. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai encore du mal avec. C'est le côté ingénieur, mais c'est le côté ingénieur, je sais faire, je fais moi-même, voilà, il y a un problème, je vais trouver la solution. Si tu avais un conseil à te donner, à l'époque où tu te sentais pas bien dans ton job et que tu savais pas quoi faire pour améliorer les choses, qu'est-ce que ce serait? Pas simple comme question. Je dirais en fait, si tu hésites, c'est que tu peux tester. C'est que tu peux, voilà, s'il y a pas de frein vraiment, fort qui te disent: «Ah non, mais c'est une mauvaise idée». Si tu es juste dans l'hésitation, vas-y. Je pense que c'est le conseil que je me donnerais. Après, c'est toujours difficile de voilà, de voir une situation passée. En fait, on oublie aussi le contexte de la situation, ce qui fait que c'était difficile. Mais voilà, je pense que je dirais ça et n'aie pas peur de sortir de ta zone de confort parce que c'est à force de sortir de sa zone de confort qu'on ose aussi prendre des risques et que petit à petit aussi on est plus à l'aise, plus, je dirais, prendre des risques. S'il fallait donner quelque chose de plus concret, tu donnerais des premiers pas peut-être à faire ou des premières actions? Arrêter d'être dans sa tête. En tout cas pour moi, je disais tout à l'heure, je réfléchis beaucoup, c'est dans ma tête, mais au bout d'un moment, si c'est que dans la tête, tu tournes en rond, tu finis par tourner en rond. Donc, il y a un moment, bah, si tu hésites et que justement tu écoutes le conseil de ton toi futur et qui te dit: «Vas-y, vas-y, renseigne-toi, contacte, regarde, dans ton entourage». Moi, par exemple, j'avais co-créé un collectif, de magiciens, sur Lyon quand j'étais étudiant. Il y avait beaucoup de magiciens, bah, parmi ces magiciens, il y en avait qui vivaient de leur activité. Donc, vas-y, pose-leur des questions. S'ils le font, c'est que c'est possible. Dans ton entourage, tu connais peut-être des gens qui ont sauté le pas justement de créer leur entreprise, bah, pose-leur des questions et ne reste pas bloqué dans: «Est-ce que je me lance? Je me lance pas? Est-ce que je fais ceci?» C'est ça, en fait, de faire un premier pas, en fait, avant de gravir une montagne, on fait un premier pas et donc c'est ce premier pas qu'il faut faire. C'est vraiment ça. Heu, un vaut mieux que zéro, quoi. En gros, fais quelque chose et ce quelque chose va déboucher sur autre chose et tout découlera après, quoi. Est-ce que tu penses que la seule option qu'on a quand on est ingénieur et qu'on se sent plus bien dans son boulot, qu'on se sent débordé, qu'on n'a plus envie d'aller bosser le matin, est-ce que pour toi la seule solution c'est vraiment de devenir, prof de yoga à Bali ou il y a d'autres options? Alors, j'ose espérer qu'il y a d'autres options, hein, qu'on soit pas obligé de tous finir magicien, ça me ferait de la concurrence ou prof de yoga. Non, non, clairement non. En fait, il y a une infinité d'options. C'est vrai que c'est un conseil que j'aurais pu, donner dans ta question précédente. C'est pas parce qu'il y a une situation qui va mal qu'il faut tout changer. Souvent, il y a une situation qui va mal qui te met dans une situation de pas bien et cette situation de pas bien te fait voir un peu tout en noir. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, il faut arriver à cibler quel est le cœur du problème et qu'est-ce que je peux changer par rapport à ça. Donc pour moi, c'était, au début, c'est passé par: «J'ai pas assez de temps libre pour moi. J'ai pas assez de temps libre pour justement faire de la magie haute. Bon, bah, je fais un 80. OK, maintenant j'ai mon 80, ça se passe bien, mais je me rends compte que c'est pas suffisant, que je vais avoir plus de temps. OK, je fais autre chose». Je pense qu'il y a des gens qui sont enfin qui voilà, qui sont débordés, qui arrivent au bout de leur boulot, mais c'est pas forcément tout plaqué pour, comme tu disais, être prof de yoga à Bali ou ce genre de choses qui parfois est un petit peu véhiculé sur les réseaux sociaux des modèles de réussite ou autres. Faut se méfier un petit peu de ça aussi, je pense et en fait, peut-être simplement changer de boulot et changer de collègue, si c'est des relations conflictuelles avec des collègues, peut-être que ça suffit ou changer de boulot, bah, juste dans une autre entreprise qui aura un autre mode de fonctionnement, ça peut suffire. Je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Alors après, il y a des gens qui n'ont aucun souci avec ça et qui changent très facilement et eux, leur problématique va être autre. Je pense que le risque le plus grand, c'est pour les personnes qui, sont attachées, qui ont un attachement un peu émotionnel à leur situation qui est problématique et qui, sont tentés en fait de se dire: allez, je change tout et je fais complètement autre chose». Mais le risque, c'est qu'en fait,
malheureusement, on va retrouver des difficultés un petit peu partout, quel que soit le boulot, et c'est pas aussi rose que ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Faut changer modérément déjà, et si ça marche pas, ouais, rechanger petit à petit. Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui étaient ingénieurs aussi et qui ont changé quelque chose? Donc soit changé de carrière, soit changé leur manière de travailler, je sais pas. Est-ce que ces personnes-là t'ont inspiré ou pas? Ou est-ce que c'est toi qui les as inspirées et du coup elles se sont lancées après que toi tu aies fait ton grand changement? Alors oui, j'en connais, plusieurs exemples qui me viennent en tête, et c'est plutôt moi qui ai été inspiré par eux. Donc oui, j'en connais. J'en connais, des ingénieurs qui se sont reconvertis en magiciens aussi. Hem, donc ça aide vachement parce que du coup, et en plus à peu près en même temps, enfin, allez, il y a peut-être 1 an avant moi. Donc heu, donc ça aide, forcément, donc c'était, voilà, quelqu'un que j'ai connu justement quand j'avais créé mon collectif de magiciens là sur Lyon, avec qui, je m'entends très bien, et donc clairement, il a été et il est toujours, heu, une source de motivation et d'exemple justement sur sa capacité à oser. Je le salue d'ailleurs, Paulin, il se reconnaîtra, et moi j'ai beaucoup appris de lui. Lui aime dire que qu'il s'est lancé dans la magie, que les portes se sont ouvertes grâce à moi. J'en sais rien, mais en tout cas, moi, je lui dois beaucoup parce que c'est vrai que, il m'a montré que c'était possible, en tout cas, qu'il fallait oser dans la vie. Et puis ma compagne aussi qui était ingénieure, de formation, et qui a aussi monté son entreprise, enfin son activité, à l'époque, et donc ça a aussi été un exemple. En plus de le voir, de près, j'allais dire, de le voir au quotidien aussi, et pas juste une personne que tu vois de temps en temps. C'est clairement un moteur parce que si j'avais pas eu ces personnes-là, est-ce que je l'aurais fait? Je ne sais pas. Franchement, je est-ce que j'en aurais été capable? Je ne sais pas. Et donc là maintenant c'est le moment où tu vas être super à l'aise puisque c'est ton instant pub. Donc si tu veux nous parler de qui tu es, ce que tu fais, donner ton site web et présenter pourquoi la manière dont toi tu fais de la magie, puisque c'est toi, donne autre chose que tous tes concurrents. Et ben, donc moi, ce que je propose, c'est des prestations de magie, donc pour l'événementiel, de manière vaste. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, des vins d'honneur pour des mariages, des séminaires pour des entreprises, des repas d'affaires. Et pourquoi c'est important? Moi, ce que je mets en avant, en fait, dans mon activité, c'est que, quand on est dans l'événementiel, souvent, c'est soit qu'on a un message à faire passer, soit, qu'on essaye de marquer les esprits. Par exemple, pour un mariage, c'est typiquement le cas, on essaye de faire en sorte d'avoir la plus belle cérémonie pour que les gens passent un bon moment déjà, et puis se souviennent d'avoir passé un bon moment. Ça pose la question de, finalement, de quoi on se souvient? Et on se souvient en fait, mieux des choses quand elles sont associées à une émotion. Souvent, voilà, on va se souvenir d'un souvenir d'enfance parce qu'on a une émotion associée, avec ce souvenir-là. Et c'est en fait le rôle de la magie tel que moi je le propose, c'est de provoquer des émotions, que ce soit, le rire, la surprise, l'étonnement, le mystère, tiens, comment ça marche, tous ces aspects-là en fait vont créer une émotion, et ça va permettre en fait d'ancrer le souvenir de la soirée. Donc pour un mariage, voilà, c'est ce que je disais, pour une entreprise, ça peut être, faire passer un message en fait à des clients. Ça peut passer aussi par la magie parce qu'on peut mettre en avant, un logo, une marque, heu, les entreprises sont assez friandes généralement de raconter une histoire. En fait, l'entreprise, c'est aussi ça, en fait, on raconte qu'est-ce que l'entreprise fait, mais qu'est-ce qu'elle raconte aussi. Ça, c'est ce que je mets en avant, et pourquoi moi plutôt qu'un autre magicien? C'est que moi, j'ai une approche de la magie qui est assez, je pense très humaine, en fait. C'est-à-dire que je ne considère pas que je fais des choses, évidemment, tout le monde sait qu'il y a un truc, et moi, j'ai jamais dit, j'ai des pouvoirs surnaturels ou autres. Mais justement, c'est au-delà de ça, en fait. On sait qu'il y a un truc, OK,
Ça n'empêche pas qu'on va passer un bon moment, comme, au cinéma, on regarde un film, on sait qu'il y a des trucages, mais on passe un bon moment. Donc j'ai une approche qui n'est pas: «Je fais, vous regardez et vous êtes content», mais plutôt j'essaie d'inclure les spectateurs pour qu'ils passent un bon moment. J'accorde vraiment du temps à l'échange que j'ai avec les personnes et je m'intéresse vraiment aux personnes, c'est pas superficiel, en fait. Quand je suis dans une cérémonie ou autre, je pose des questions aux gens, je suis en interaction avec eux, je leur propose, voilà, des numéros pour que ça les marque, mais tous les retours que j'ai, en fait, de mes clients, c'est que, c'est fait avec une sorte d'humanisme, en fait, voilà, c'est pas juste: «Ah tiens, il est bon techniquement» ou «Ah oui, c'est un bon magicien», mais c'est que humainement ils ont passé un bon moment et ça, je pense que c'est hyper important par les temps qui courent, voilà, de créer du lien entre les gens et voilà, c'est hyper important. Je suis complètement en phase avec ça. Est-ce que du coup, tu as un site web que tu veux nous partager ou le nom de ta boîte? Oui, c'est assez simple. Je m'appelle Florian et je suis magicien. J'ai pas fait du tout original, c'est florian-magicien.com. Voilà, le tiré du 6. Est-ce que potentiellement tu es ouvert aux collaborations? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles tu aimerais bosser? C'est le moment de faire un appel, on sait jamais. Oui, pourquoi pas. Tu sais, je te disais tout à l'heure, j'ai du mal quand même sur tout ce qui est, justement, alors pas collaboration parce que j'aime bien le travail en équipe, bizarrement, mais sur le fait de me dire: «Ah, je peux le faire par moi-même» et cetera. Mais par contre, il y a quelque chose où je pense que je n'ai pas du tout de compétences, on va dire, que c'est pas quelque chose de technique justement. C'est par exemple, la mise en scène. Comme je travaille un petit peu, voilà, sur la création d'un spectacle, ce serait plus avoir des conseils, peut-être en discuter avec quelqu'un ou ça m'intéresserait, hein, de, voilà, je suis débutant total, on va dire, là-dessus, donc j'ai tout à apprendre et donc avoir ce regard-là de comment on met en scène, en fait, un spectacle de manière générale, un numéro, heu, pourquoi on fait comme ça et pas comme ça, je serais voilà, je pense que c'est l'un des aspects, où je serais assez ouvert à la discussion. Et du coup, géographiquement, quand tu seras de retour de ton voyage, tu es toujours localisé près de Montpellier, c'est ce que tu disais tout à l'heure? Alors j'ai déménagé il y a un an, pour, justement pour ajouter un peu de difficulté, c'était trop simple de lancer son entreprise et d'y rester après, rester dans la même zone géographique. Maintenant je suis, dans l'Aude, donc, pour situer pour les gens qui ne connaissent pas, c'est pas loin de Carcassonne. Mais en fait, je me déplace Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales, je même jusqu'à Toulouse, en fait, globalement toute l'Occitanie, moi je me déplace. Mais sinon, moi, je suis localisé, dans l'Aude, au sud de Carcassonne. Eh ben, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci Barbara pour ton invitation et puis, pour les questions. J'espère que ça va encourager, les auditeurs J'espère, à passer le pas s'ils hésitent. En tout cas, c'est le message c'est qu'on ça, aura j'espère. retenu. Si vous hésitez, n'hésitez N'hésitez plus. plus, Faites le foncez. premier pas. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir de partager ces moments avec vous. Je suis Barbara, ingénieure depuis 15 ans et hôte de ce podcast, L'Ingépanoui. Mon rêve un peu fou, que tout le monde sur cette planète soit sincèrement épanoui. Alors je commence par là où je peux aider, les ingénieurs. Parce que oui, on mérite nous aussi de remettre du pétillant dans notre vie, de sortir du train-train et de se rappeler que la vie est belle et pleine de possibilités. Si en m'écoutant aujourd'hui, tu t'es dit « Tiens, ça me parle, moi aussi j'aimerais bien retrouver mon étincelle », eh bien bonne nouvelle, je propose aussi des accompagnements courts et efficaces dans la joie et la bonne humeur pour t'aider à trouver ta direction, celle qui te correspond vraiment, sur la base de ta personnalité, tes compétences et tes envies profondes. Du concret autant que de l'inspirant. Tu sauras ensuite où aller et comment t'orienter sans crainte de te planter. Toutes les infos en description. Allez, je vous laisse reprendre votre journée remplie d'énergie à distribuer autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de L'Ingépanoui.